Je fais un petit insert avant que le journal de lecture ne commence vraiment parce que pendant que je filmais ce journal de lecture et que je faisais toutes ces lectures, j'ai été contactée par Recyclivre qui m'a proposé de vous partager un code promo qui s'affichera à l'écran. Il me semble que c'est le livre au style 20 et qui vous offre donc 20% de réduction à partir de 20 € d'achat. Je suis hyper contente parce que déjà Recyclivre, moi c'est un site que j'utilise depuis que Margorito en parle sur sa chaîne YouTube. C'est elle qui me l'a fait découvrir. Moi jusqu'à maintenant j'utilisais très souvent ces codes promo pour commander. Il y a vraiment tout un tas de titres, y compris très contemporains. Moi j'ai réussi à me procurer déjà avec leur site des livres, voilà, des parutions vraiment très récentes, à des prix donc cassés, et ça fait plaisir par les temps qui courent. Je ne suis pas payée pour vous parler de ça et pour vous proposer le code promo, j'ai simplement eu droit à une petite quantité de livres offerts en échange, et en gros si vous utilisez mon code promo ou si vous passez par le lien affilié dans ma barre d'infos, je touche une petite commission de votre achat, donc ça peut être un moyen, si vous en avez envie, de me soutenir tout en achetant des livres et du coup sans dépenser plus d'argent. Mais par exemple voilà, si vous achetez 30 € de livres, et bah sur vos 30 € de commande, moi j'aurai 3 €. Voilà. Donc 3 € qui pourront être réinvestis de mon côté dans l'achat de livres pour une prochaine vidéo. Là notamment, je suis en train de travailler sur une vidéo Lire la Révolution et j'ai pu acheter du coup une partie des ouvrages que je compte lire et vous présenter dans cette vidéo grâce à cette petite offre de Recyclivre. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouveau journal de lecture qui va être consacré uniquement à la lecture d'autrices. Nous sommes au mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois du 8 mars, c'est le mois de l'égalité, tout ça, bon, avec plein de belles paroles. Et c'est un mois durant lequel il y a souvent des événements littéraires qui sont organisés sur les réseaux, genre littératon féminin, mars féminin, des trucs comme ça, blablabla. Et du coup, bah, moi j'aime bien au mois de mars me concentrer sur la lecture d'autrices pour que ça me force un petit peu à aller vers des textes vers lesquels je serais moins allée spontanément. Donc voilà, je vous emmène avec moi là-dedans. Cette année, j'ai rien vu de tel passer sur Instagram. Après, j'ai été moins... Je me tiens un peu à distance d'Instagram en fait dernièrement, donc forcément pour suivre un petit peu l'actu de ce qui est proposé sur les réseaux, c'est plus compliqué. Mais donc j'ai rien vu de passer de tel, c'est possible que des challenges de ce type-là existent et que vous les ayez vus passer et pas moi, mais voilà. Et le premier texte que j'ai lu, c'est donc La gaieté me sidère de Clarisse Michaud. Alors pour vous expliquer pourquoi j'ai lu ce texte, je vous invite à aller voir mes derniers journaux de lecture si vous avez envie d'en savoir plus, mais en gros, cette année je ne veux pas acheter de livres, en tout cas vraiment le minimum. Je veux lire de la poésie française pour m'initier au genre en langue originale, avant de pouvoir aller explorer davantage ce qui existe dans d'autres langues et sous des formes traduites. Malheureusement, je n'avais pas de poétesse française dans ma bibliothèque, j'ai des poétesses étrangères, j'ai des poétesses russes notamment, mais pas du tout de poétesse française, et donc j'avais quand même envie d'avoir un recueil de poésie ce mois-ci sur ma table de nuit. Finalement ça allait très très vite puisque je l'ai déjà fini, et donc j'ai choisi ça. Donc c'est un recueil un petit peu particulier puisque en fait Clarisse Michaud, elle raconte son expérience de spectatrice qu'elle a eue du film de Chantal Akerman, Jeanne Dielman. Donc vous avez l'affiche à chaque fois derrière moi. Donc Jeanne Dielman, il faut savoir que c'est un film qui provoque une expérience de visionnage qui est assez particulière puisqu'on est sur un film de 3h30, 3h40 à peu près, durant lequel on suit le quotidien d'une femme au foyer, c'est-à-dire quelque chose de très ennuyeux. Objectivement. Parce qu'en fait, oui, le quotidien d'une femme au foyer, c'est chiant. C'est éplucher des légumes, c'est faire des courses, c'est faire du ménage, et c'est, dans son cas, en plus, se prostituer pour parvenir à vivre et faire vivre son fils, qui est un personnage absolument exécrable de mon point de vue. Mais donc, on est sur un film qui est vraiment très très lent, qui prend le temps de provoquer vraiment l'ennui chez le spectateur, mais je veux dire, c'est un objectif, quoi, c'est pas une lacune du film. Moi, c'est un film que j'ai absolument adoré, et donc, voilà, Clarisse Michaud nous raconte cette expérience de visionnage, ce qu'elle a partagé dans les ressentis de Jeanne Dielman, donc qui est la personnage principale de ce film, ce qu'elle a ressenti vis-à-vis des autres personnages, et donc ce à quoi ça l'a ramené un petit peu d'un point de vue personnel à sa vie de femme et aux vies de femmes en général. J'ai détesté cette lecture, alors que j'adore le film. En gros, je trouve que sur le fond, il y a une proposition qui pourrait être un petit peu intéressante. Enfin, moi je trouve ça... J'ai apprécié en gros lire l'impression d'une autre spectatrice de ce film que j'ai moi adoré. Je l'ai vu qu'une fois mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, j'ai été complètement hermétique à la forme. Voir la forme, elle m'a un peu agacée, et même en fait elle vient complètement me conforter entre guillemets dans les clichés et les a priori que j'ai de la poésie française contemporaine, parce qu'en fait on est du coup dans une forme en vers. Je vous mettrai des inserts pour que vous puissiez voir ce que je veux dire, éventuellement lire des
extraits et tout, si vous en avez envie, en mettant sur pause. Il y a quelques petits passages qui m'ont fait rire, il y a quelques phrases que j'ai trouvées percutantes et tout ça, mais vraiment, en fait, on est dans une forme avec, je trouve, je sais pas comment le qualifier autrement, mais genre un retour hyper artificiel à la ligne, à des moments qui ne s'y prêtent pas du tout et qui viennent... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne comprends pas du tout ce que ça apporte au texte, je ne comprends pas ce que ça a d'intéressant stylistiquement, de retourner à la ligne au milieu d'une phrase. Enfin, ça va peut-être paraître hyper naïf ce que je suis en train de dire, mais bon, je m'en fiche parce que c'est ça que ça me fait. Je trouve que ça vient pas apporter de rythme, au contraire, ça vient casser un rythme que les phrases, elles pourraient avoir un petit peu d'elles-mêmes, et je vois pas d'intérêt dans ce cassage de rythme. Enfin bref, franchement, j'ai vraiment pas du tout aimé. Je me suis même un peu forcée pour aller au bout parce que bah c'est très très court et que du coup je trouvais ça dommage de pas finir. Et à la fin, il y a 3-4 pages qui sont quasiment en prose, j'ai beaucoup plus apprécié, mais ouais, sur tout le reste, je suis assez trash, mais je vous exprime vraiment les choses comme je les ressens en tant que lectrice qui lit pas beaucoup de poésie et tout. Je trouve que c'est hyper artificiel et que c'est faire semblant de faire du style pour faire du style, alors qu'en fait elle pourrait écrire exactement la même chose en respectant les formes classiques de la phrase. Bah, son texte, je trouve qu'il en gagnerait en profondeur et qu'il perdrait rien, et du coup je ne comprends pas du tout l'intérêt de faire ça. Des fois je trouve que retourner à la ligne au milieu d'une phrase pour marquer beaucoup plus une ponctuation et tout, c'est quelque chose que je peux trouver hyper stylé. Je trouve que ça peut... Je sais pas, par exemple, je pense... j'ai en face de moi, là, à la ligne de Joseph Pontus, où bah, c'est quelque chose qu'il fait, mais je trouve que ça vient apporter du rythme à son texte, en fait. Le retour à la ligne, il est justifié. En tout cas, il est justifié pour moi, et là, pour moi, il ne l'était pas, et genre, je sais pas, juste, j'étais là... Limite, j'ai l'impression que c'est juste pour faire... En fait, ton livre, il fait 30 pages, et pour qu'il fasse plus de pages, sans souci d'édition... bah on va à la ligne après chaque mot, comme ça fait un livre plus long. Enfin, je pense que ça va en énerver beaucoup ce que je suis en train de dire, mais au moins vous avez mon impression vraiment crue, quoi, voilà. Et en plus, c'est un livre que j'avais offert du coup à mon mec qui adore Jeanne Dielman, qui adore Chantal Akerman. Je lui avais offert à son anniversaire, je crois, l'année dernière. Il a pas du tout aimé non plus. Donc bon, voilà, un petit fail de cadeau. Mais bon, je suis quand même... Enfin voilà, je suis contente aussi, moi, de me heurter à des livres que j'aime pas, parce que ça m'aide à aiguiser mes goûts, à les comprendre et à comprendre ce qui me plaît aussi en parallèle, donc voilà. J'ai lu Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo. C'est le premier tome de Auschwitz et après. Tout est dans le titre, je pense. Donc c'est Charlotte Delbo, une militante communiste qui a été déportée et détenue à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été donc déportée en tant que militante politique, en tant que résistante au fascisme. Et elle raconte, dans en tout cas ce premier tome, son expérience de prisonnière à Auschwitz. On est sur quelque chose de sur une plume vraiment très poétique. Le texte, il est construit sous forme de fragments, en fait, de souvenirs qui sont pas forcément liés les uns avec les autres, dont on sait pas vraiment à quel point ils se suivent, de souvenirs qui viennent amener des pensées, des réflexions sur justement le rapport à la mort, le rapport à l'autre, le rapport à la détention, le rapport au corps, qui dépassent la simple détention, mais qui viennent montrer des réalités qui étaient inconnues de l'autrice jusqu'à cette expérience-là, jusqu'à ce qu'elle vive ça. C'est une plume que j'ai trouvée absolument magnifique, et ça me fait en fait déprécier encore plus le livre dont je vous parlais juste avant pour vous, donc La gaieté me sidère, parce que là aussi Charlotte Delbo, elle est dans un espèce de mixte entre la prose et le vers, avec vous voyez des phrases très courtes, des retours à la ligne assez fréquents, etc. Et là on sent quelque chose de complètement maîtrisé, de complètement justifié, qui vient rythmer le texte, qui vient vraiment témoigner d'une nécessité un peu d'immédiateté dans le témoignage, dans l'absurdité aussi des ressentis, la façon dont en fait ce qui est vécu par elle durant cette détention à Auschwitz la dépasse, en fait, la dépasse dans sa vitesse, dans sa réalité, enfin bref, je sais pas, il y a vraiment tout ça, je trouve, qui est contenu autant dans le fond de ce qu'elle nous raconte que dans la façon dont elle nous le raconte. C'est difficile, hein, comme toujours, de parler de ce genre de texte, parce qu'à la fois c'est terrifiant, c'est écœurant, c'est dérangeant. On aimerait que ce soit des textes qui n'aient pas eu à exister, on aimerait que les événements dont ils témoignent n'aient pas existé et que donc ces textes-là n'aient pas eu de raison d'être, mais d'un point de vue purement littéraire, on est vraiment dans quelque chose que j'ai trouvé magnifique. Et
ça me fait me dire que j'ai quand même envie de m'intéresser un peu davantage à la littérature concentrationnaire, notamment des textes sur les goulags, enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Pas uniquement sur la déportation et la détention des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, parce que je pense que c'est là-dessus que j'ai déjà lu le plus. J'ai envie de continuer à lire là-dessus, mais aussi, voilà, comme je disais, sur le goulag, sur la détention de militants politiques. J'ai très envie de lire la suite. J'ai les 2 autres tomes chez moi, donc je pense que je vais les lire bientôt. Aucun de nous ne reviendra, c'est vraiment cette idée que à partir du moment où les personnes elles sont détenues, elles sont déportées et détenues à Auschwitz, en tout cas en camp de concentration en général, hein, parce que je pense que l'expérience qu'elle nous en décrit là, elle est assez universelle et elle se prête pas que à Auschwitz. Cette proximité avec la mort au quotidien, donc à la fois voir ses compagnons mourir, savoir que au moindre faux pas, voire à la moindre décision complètement arbitraire des SS, etc., on peut être exterminé à notre tour. Cette odeur de la mort aussi qui plane à la fois parce qu'ils sont entourés de charognes, parce qu'il y a les fours crématoires qui tournent absolument 24 heures sur 24, etc. Une telle proximité avec la mort, même si la mort n'est pas encore là, pour nous, elle annule la vie, en fait. Et que du coup, la possibilité d'un retour n'est même pas envisageable et que la possibilité de retrouver sa famille, de retrouver sa vie d'avant, sa vie normale, c'est quelque chose auquel elle semble avoir renoncé, en tout cas assez rapidement durant sa détention, durant sa déportation, et qui semble être partagé aussi par beaucoup de monde et qui fait que le rapport des êtres humains à eux-mêmes, à leur corps et aux autres êtres humains qui les entourent et leur façon de vivre ce qui se passe au quotidien autour d'eux, c'est un peu altéré justement par cette idée que la vie elle s'est déjà arrêtée et que ils et elles n'en reviendront pas. Pour moi c'est un peu ça qui est contenu dans le titre et qui est contenu tout au long des pages. Vraiment très contente de l'avoir découvert et comme je dis, je pense que je lirai la suite assez rapidement. Voilà. Je viens de lire Nous n'avons pas peur, qui est un ouvrage coordonné par Nathalie Amiri et Duzen Tekal. Donc c'est un ouvrage qui est traduit de l'allemand par Mathilde Ramadier. Et donc cet ouvrage m'a été très gentiment envoyé par les éditions du Faubourg, donc les mêmes qui ont édité L'exclusion culturelle. Donc là on est sur un recueil de témoignages de femmes iraniennes, ou en tout cas issues de familles iraniennes, qui parlent un petit peu de ce que c'est être une femme en Iran, pour la plupart les raisons pour lesquelles elles ont fui l'Iran, les violences dont elles y ont été victimes ou dont leurs amis sont victimes, la façon dont le système iranien est structuré, etc. Quand les éditions du Faubourg m'ont contacté pour me proposer du coup de recevoir certains de leurs ouvrages, j'ai choisi celui-ci parce que je trouve que la situation en Iran, c'est quand même quelque chose qui fait grandement l'actualité, notamment du point de vue de l'oppression des femmes, de l'obligation du port du voile, etc. Et du coup, ça m'intéressait d'avoir justement un point de vue 100% féminin sur cette question-là, de voir un peu concrètement quelle est la réalité des femmes et j'espérais y trouver aussi quelque chose d'un peu plus largement de traitement du système politique iranien depuis un point de vue individuel et une expérience individuelle. Donc ça c'est quelque chose que j'ai plutôt trouvé. Honnêtement j'ai assez apprécié ma lecture. Donc c'est des témoignages à chaque fois, enfin c'est genre un chapitre, un témoignage quoi si vous voulez. Donc ça rend vraiment le truc complètement digeste. On peut un peu aller fouiller dedans, piocher une lecture à droite à gauche de temps en temps parce que c'est quand même des témoignages qui sont assez lourds, qui parlent vraiment de violences sexistes mais de violences aussi militaires puisqu'on a toute la question de la répression qui est abordée. Ce que j'ai particulièrement apprécié c'est que ça mentionne donc non seulement la question du quotidien des femmes et la réalité d'être une femme en Iran aujourd'hui, ça se contentait pas de ça, ça traitait aussi la question des minorités ethniques, donc notamment des Kurdes. Ça j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça prenait donc voilà vraiment cet axe de toutes les minorités en fait qui sont opprimées en Iran et pas uniquement les femmes, ou en tout cas pas uniquement les femmes en tant que femmes, mais comment par exemple les femmes kurdes sont encore plus ciblées par le régime iranien, enfin vous voyez des trucs comme ça quoi. On a une vraie qualification de toutes les protagonistes qui sont interviewées là-dedans, qui qualifient donc ce qui se passe en Iran depuis le début des années 2020 comme une révolution. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Peut-être le truc qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'on est vraiment sur uniquement des femmes de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie qui sont interviewées ou d'une classe moyenne intellectuelle plutôt supérieure. Donc en gros, on a des journalistes, des diplômés en droit, des juristes, des actrices, des chanteuses, enfin voilà, des personnes qui en tout cas bénéficient d'une grande notoriété et qui pour la plupart ont pu fuir l'Iran, voire y ont très peu vécu dans leur enfance et ont fui avec leurs parents. Et du coup voilà, on voit vraiment tout ça depuis les yeux de personnes aisées économiquement. Donc ça j'ai trouvé que c'était un peu dommage, j'aurais aimé avoir un point de vue aussi plus populaire sur cette situation-là. Les formes et les possibilités de résistance je pense sont pas forcément les mêmes et aussi parce que il me semble que depuis notamment 2-3 ans,
il y a eu des très gros mouvements de grève en Iran. Et c'est vrai que la question de la grève, c'est quand même quelque chose qui est du coup très peu évoqué. La forme que prennent matériellement les résistances en Iran, c'est très peu évoqué. On a plutôt justement là une résistance depuis l'extérieur, via les médias, via l'acquisition d'une certaine notoriété qui permet de porter une certaine parole, etc. Mais du coup, on est moins, comme j'avais cru que ça allait être, en tout cas, dans du témoignage plus du quotidien. Et aussi que j'ai trouvé que c'était quand même assez manichéen, où on aurait vraiment la terreur islamiste et l'idéal occidental. Alors, la terreur islamiste, oui, je remets pas du tout en cause ça. Par contre, l'idéal occidental, ça me dérange un peu plus, entre guillemets, parce que je trouve que, en fait, c'est comme si en Europe, on pouvait être ce qu'on voulait, alors que c'est pas tout à fait vrai. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en France, quand même, les musulmans et les musulmanes, ils sont victimes d'une islamophobie qui est hors du commun. Ça s'est vu là, notamment encore pendant les élections municipales. Je trouve que c'est un peu particulier quand on voit les polémiques racistes qu'on a en ce moment, les lois séparatistes qui existent, etc., depuis des années, de présenter l'Occident et notamment l'Europe, la France, l'Allemagne, etc., comme vraiment des terres d'asile paradisiaques. Enfin, parce que là, on est vraiment limite là-dedans. Donc ça m'a un petit peu dérangé, cette espèce d'acritisme. Alors par contre, oui, je comprends totalement que passer d'un régime où tu te fais tuer si tu respectes pas le code vestimentaire et venir en France où t'as pas le droit d'accompagner juste tes enfants en sortie scolaire, c'est pas la même réalité, mais ça n'enlève pas en fait l'islamophobie. Et aussi on a énormément d'appels justement à ces États européens à intervenir, à venir un peu apporter la bonne parole. Pareil, en fait, ça, je trouve que c'est un petit peu compliqué de traiter le problème de cette façon-là, parce que quels intérêts les États européens ils ont ou non dans la libération des populations qui sont opprimées par un État islamiste et tout. Bah, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que juste les États européens, ils seraient les représentants de la morale et des droits de l'homme, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on en est quand même un petit peu revenu et que c'est dur de le nier. Voilà, je trouve que c'est un petit peu compliqué de juste les appeler à venir intervenir et à venir porter la bonne parole quand on voit ce qu'ils font dans les pays qui colonisent, notamment sous couvert du drapeau blanc des droits de l'homme, quoi. Bon. Un texte que j'avais vraiment envie de lire depuis un moment, je vous en avais parlé notamment je crois dans ma pile à lire de l'année, enfin genre dans les 10 livres que j'ai vraiment envie de lire à tout prix cette année. Donc il y avait l'histoire de Bones de Dorothy Allison que j'ai lu cette semaine et alors je suis passée vraiment par différentes étapes dans ma lecture. J'ai été très emballée au début, puis j'ai eu un gros creux mais je pense qu'il était notamment dû à mes conditions de lecture où vraiment j'avais pas envie de me mettre dans le livre et tout ça, j'avais beaucoup de réticence et j'ai dévoré vraiment les 200 dernières pages sans m'arrêter parce que je trouvais incroyablement passionnant. Et aussi, il y avait, je vais pas mentir, une forme d'horreur complètement hypnotique dans la fin du roman. Donc on est avec une famille des États-Unis au milieu du 20e, des États-Unis plutôt rurales, avec donc une famille relativement précaire, etc., qui est beaucoup structurée autour d'une fratrie. Donc voilà, des oncles et des tantes qui sont toutes et tous très proches et qui vont donc avoir des enfants. Et nous, dans ces enfants, on va suivre justement Bone, donc une petite fille qui naît en étant estampillée comme bâtarde parce que donc pas de père officiel, et sa mère va avoir plusieurs autres hommes dans sa vie, et notamment un qui va marquer vraiment la vie de Bone de par les violences sexuelles et physique qui va lui infliger. Donc en fait, clairement, l'histoire de Bones, c'est l'histoire d'une enfant qui se construit dans un climat familial extrêmement violent, dans un climat en tout cas de sa famille nucléaire qui est extrêmement violente, avec une mère qui est complètement dans le déni, qui refuse de voir ce qui se passe, et donc elle qui va devoir grandir et se développer en tant que jeune fille, jeune femme dans tout ça. D'un point de vue littéraire, j'ai rien trouvé de très intéressant, on est sur un style qui est assez simple mais qui se lit bien, il n'y a pas de difficulté ou quoi que ce soit, la difficulté elle est vraiment plus dans la violence que contient le texte. On est sur des scènes extrêmement graphiques avec beaucoup d'hémoglobine, des descriptions des corps victimes assez cinglantes. Enfin bon voilà, faut s'attendre à ça que c'est quand même vraiment violent. Mais en même temps, il y a une violence qui nous plonge, nous lecteurs, dans une forme de fascination. Moi j'ai trouvé face à cet enfant qui courbe jamais l'échine, qui essaye de trouver du sens à son existence dans tout le reste, et notamment du coup ce qui vient contrebalancer avec cette violence, qui vient contrebalancer avec plus ou moins de radicalité, hein, parce qu'on est quand même sur globalement un entourage d'adultes qui est vraiment
défaillant, quoi, et pourrait sortir la gamine de là, elle ne le fait pas, fait le choix ou ne se rend pas compte qu'il pourrait le faire. Enfin bon, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué de démêler ce qui relève du déni, ce qui relève de l'ignorance, ce qui relève du mensonge dans tous ces trucs-là. Mais on est quand même sur un entourage d'adultes qui est aussi très aimant, notamment plusieurs tantes avec qui Bohn, elle va vraiment avoir des relations très très importantes dans sa construction, des modèles de femmes un petit peu différents de sa mère et qui vont aussi l'aider à se construire et qui vont lui apporter beaucoup d'amour. Moi j'ai trouvé que dans cette fratrie originelle, on ressentait vraiment beaucoup d'amour, un devoir un petit peu de solidarité qui est exploité de manière assez intéressante. Enfin bon, voilà, je crois que c'est assez grandement autobiographique de la vie de Dorothy Allison. En tout cas, ça m'a donné envie de m'intéresser au reste de ses œuvres. Vraiment, moi, un livre que je suis très contente d'avoir lu, que je recommande. Je trouve qu'il est voilà, un peu inégal en termes de rythme, en termes de séquence, mais en même temps, on comble assez bien la réalité, je pense, de ce que c'est que de grandir dans ce climat-là quand on est une petite fille, qu'en plus on est soumis à plein de déménagements en raison de la précarité des parents. Enfin bon, voilà. Ça sous-tend beaucoup d'enjeux et c'était très intéressant. J'ai lu La Paix des ruches d'Alice Rivaz. Alors ce livre-là, c'est Angélique de la chaîne Miroir d'encre qui m'a donné vraiment très envie de le lire. C'est un court ouvrage qui fait moins de 200 pages et qui en gros raconte l'histoire d'une femme mariée qui se rend compte qu'elle n'aime plus son mari et qui donc dans son journal va essayer de disséquer un petit peu sa relation avec son mari, comment elle en est arrivée là, et qui va nous donner du coup un espèce de petit panorama de tous les types de relations hétérosexuelles qui peuvent exister en gros dans les années 40, à partir des expériences de ses différentes amies et tout ça. C'est un récit qui est pas du tout autobiographique, puisque l'autrice, elle a toujours vécu célibataire et tout ça. Enfin voilà, elle a pas connu la vie maritale, elle l'a seulement observée chez ses amis, tout ça, et donc je pense elle s'est plutôt inspirée de ça que de sa propre expérience. Et donc voilà, ça vient explorer un petit peu les relations hommes-femmes à travers différentes formes de relations, mais qui toutes voilà, restent quand même très stéréotypées, très normées, très classiques, quoi. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la dimension psychologique qui vient voir un petit peu les enjeux autour de la jalousie, autour du désir de possession, d'exclusivité chez l'autre, chez le mari ou chez l'amant, etc. La projection aussi des désirs et des souhaits et de l'amour de l'autre. La narratrice, pardon, va essayer de se comprendre en écrivant. La question de l'écriture est assez centrale dans le bouquin parce que justement, elle, ce qu'elle explique, c'est qu'elle est incapable d'écrire en présence de son mari parce qu'elle sent toujours de sa part un regard jugeant et qu'elle a besoin de se sentir libre en fait d'écrire et de se sentir légitime dans le fait d'écrire. Là, en l'occurrence, c'est l'écriture d'un journal, donc une écriture très intime, très personnelle, mais malgré ça, malgré le fait qu'elle n'ait pas d'autres prétentions, elle se sent quand même un peu bornée par le regard de son mari. Donc voilà, ça c'est les aspects que j'ai appréciés. Ce qui m'a un petit peu dérangée dès le début de la lecture, j'ai trouvé un regard assez essentialiste et assez essentialisant de l'homme et de la femme en tant qu'individu. Comme si justement il y avait l'homme et la femme qui étaient pas uniquement socialement mais bien naturellement portés sur certains fonctionnements, certaines préoccupations, etc. Ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu le truc qui me dérangeait, comme si il y avait vraiment une nature féminine et une nature masculine. Moi, c'est quelque chose, c'est une idée dans laquelle je ne me retrouve pas du tout. Je pense que la masculinité et la féminité, c'est des constructions sociales qui n'ont absolument rien de naturel et qui sont justement... Alors voilà, moi j'ai pas encore tranché le débat de dans quoi l'oppression des femmes trouve son origine. Est-ce que la maternité est à la source de l'oppression des femmes, ou est-ce que c'est une donnée qui a été instrumentalisée mais qu'en fait l'oppression est antérieure à l'instrumentalisation de la question de la maternité? Bref, ça c'est des débats auxquels peut-être on n'aura jamais la réponse parce que l'oppression des femmes elle est quand même très ancienne et que malheureusement les données anthropologiques etc. qu'on a aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a tout un tas de questions auxquelles elles nous permettent pas tout à fait de répondre. Donc moi, j'ai pas tout à fait encore tranché ce débat-là, mais en tout cas, j'ai l'impression que la féminité et la masculinité qu'on connaît aujourd'hui, elles ont absolument rien de naturel et que c'est vraiment purement des constructions sociales. Là, j'ai trouvé que vraiment, dans ce qui était un peu transversal au récit, c'était quand même que t'as les hommes qui sont naturellement portés sur un certain égoïsme, une certaine violence, ou en tout cas une certaine virulence, etc., alors que les femmes seraient beaucoup plus naturellement portées sur de la douceur, sur du soin. Je dis que ça m'a dérangée, mais en même temps, pas vraiment, enfin juste ça m'a interpellée politiquement sur voilà ce qui serait possible par exemple de faire de ce texte-là politiquement, mais par contre je comprends tout à fait la portée que ça a pu avoir dans le contexte et le contexte dans lequel Alice Rivaz elle écrit ça, puisque donc c'est un livre qui est paru en 47. On est encore quand même dans un contexte où l'idée que justement la féminité et la masculinité ça serait des choses très naturelles, et donc déjà elle écrit quand même quelque chose qui va vraiment à contre-courant de ce qui était admis et admissible par les gens à l'époque, quoi. Et en ça j'ai trouvé que
que c'était très intéressant. Enfin, je veux dire, effectivement, la question de la répartition de la charge mentale dans le foyer, notamment de la charge affective, sur ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment super intéressant. Mais voilà, il y a juste ce petit côté un petit peu essentialisant qui, moi, m'a interpellée, donc j'avais envie de le partager avec vous. Mais néanmoins, j'ai beaucoup aimé aussi la plume. On est sur quelque chose d'assez incisif et en même temps très poétique, sur des phrases un petit peu courtes. Si vous aimez, par exemple, la plume d'Elsa Triolet, je pense que vous pouvez trouver votre compte dans le rythme de ce texte-là. Alors, moi, personnellement, je trouve que ça se recoupe pas trop, notamment dans la conception de la féminité, etc. Mais en tout cas, dans cette façon d'écrire un petit peu incisive, quoi. Moi, j'ai trouvé un petit peu ça. Je n'ai pas lu c'est un livre qui est préfacé par Mona Chollet, je n'ai pas lu la préface. Je reviens pour vous parler de Pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme de Kristen Ghodsee, ou je sais pas exactement comment ça se prononce. Donc dans cet ouvrage, l'autrice qui est une professeure d'université en études russes et est-européennes, elle essaye de montrer quels héritages on peut prendre au socialisme en action, aux expérimentations socialistes, notamment principalement de l'Europe de l'Est, pour parler de la sexualité des femmes et de comment elles pourraient avoir une vie sexuelle plus épanouie. C'est un ouvrage que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans les analyses qu'il propose, mais avec lequel j'ai eu beaucoup de nuances en termes de stratégie et de perspective. Alors déjà, c'est un ouvrage un peu de vulgarisation, donc si jamais c'est des questions qui vous intéressent, mais que vous avez peur de pas avoir le bagage et tout, là c'est vraiment un ouvrage qu'elle fait, qui se distingue un petit peu justement de ces ouvrages plus universitaires, etc., plus académiques, où elle essaye de rendre ça accessible pour des personnes qui n'auraient pas du tout de base particulière scientifique en quoi que ce soit, pas particulièrement de connaissances de l'Europe de l'Est et tout, et qui essaye de rendre ça accessible à ces personnes. Donc vraiment voilà, quel que soit votre profil, vous pouvez le lire sans difficulté. Ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, elle dit le stalinisme, ça a été évidemment une catastrophe, mais il y a aussi plein de choses qui ont été expérimentées en termes d'organisation de la société, en termes de répartition du travail dans la société, etc., qui sont intéressantes et dont on peut s'inspirer pour penser une société dans laquelle on serait débarrassé de toute forme d'exploitation et d'oppression. Je trouve que sans essayer de juste dire bah voilà, le stalinisme c'était horrible et on peut absolument rien en garder, ni le stalinisme parce que ça se revendique des doctrines socialistes, bah c'était forcément bien, en niant toutes les horreurs qui se sont passées pendant le XXe siècle en URSS, quoi. Donc j'ai trouvé que son parti pris il était vraiment juste et elle le justifie, elle l'explique vraiment, notamment dans la note de l'autrice au début. Donc enfin voilà, vous pouvez y aller même avec peu de connaissances sur tout ça. Et elle va se baser du coup sur le travail de nombreuses autrices, notamment Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Rosa Luxembourg, etc., pour voir les mesures qui étaient proposées pour l'égalité entre les hommes et les femmes et tout, en URSS. En gros, le constat dont elle part, c'est que sous le capitalisme, quand les femmes et les hommes ils n'ont pas le même rôle social et que les femmes elles peuvent pas accéder à l'indépendance économique, ça crée des inégalités inéluctables entre les hommes et les femmes qui font grosso modo du sexe une forme de marché et du coup qui fait qu'on peut pas avoir des relations vraiment 100% consenties. Alors dans le sens que en gros une relation entre un homme et une femme, une relation maritale et tout, ou même en fait une relation sexuelle en général, elle serait forcément le fruit d'un échange marchand, que ce soit quand il s'agit de prostitution ou que ce soit dans le cadre du mariage. En fait, la femme, elle achèterait une sécurité financière en offrant du sexe. Et du coup, elle part de ce postulat-là en disant à partir du moment où les femmes, elles ont une dépendance économique aux hommes, il peut pas y avoir de liberté et il peut pas y avoir d'épanouissement sexuel des femmes et de sexualité complètement libre et qui soit uniquement basé sur l'amour et le désir, mais c'est forcément du coup juste un objet d'échange de sécurité. Et du coup, ce qu'elle montre, c'est que dans les sociétés socialistes ou social-démocrates ou communistes ou staliniennes, à partir du moment où on a une volonté que chaque individu soit autonome économiquement, on vient saper justement cet échange marchand du sexe et que ça permet que les femmes, elles aient uniquement des relations sexuelles parce
Il y a des moments où elles ont envie d'en avoir, avec des personnes avec qui elles ont envie d'en avoir, et que cette nécessité d'échange marchand soit pas annulée, mais en tout cas beaucoup moins présent. Et elle se base notamment sur des études sociologiques, sur un travail d'enquête et tout ça, qui recueille beaucoup de témoignages de femmes qui vivaient en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest pour comparer à une même période les épanouissements sexuels, etc. Encore une fois, tout ça sans nier le reste de l'horreur de la société stalinienne, mais vraiment juste en regardant sur cet aspect-là, comment l'organisation de la production et l'organisation économique de la société, elle a permis une certaine forme d'émancipation. Donc voilà, tout ça, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant, que ça permet d'aborder en fait notamment les questions de prostitution, de travail du sexe avec un regard assez, enfin je sais pas, beaucoup moins caricatural que ce qu'on peut voir dans les débats en fait, en abordant le sexe justement comme une marchandise, mais pas de la volonté des individus, mais en gros un système dans lequel le sexe ne peut pas être autre chose vraiment qu'une marchandise, ou en tout cas ça nécessite énormément de conditions pour qu'il soit autre chose qu'une marchandise. Enfin bref, je trouve que ça permet de se poser énormément de questions intéressantes. Après, l'autrice, elle s'inscrit quand même dans un cadre vraiment social-démocrate. Enfin, on sent qu'elle a un peu rompu, peut-être notamment à cause de ce qu'elle a étudié en Europe de l'Est, avec la possibilité d'une révolution et d'une transformation totale du système et d'une sortie du capitalisme. J'ai l'impression que elle, ce qu'elle essaye de porter, c'est plus un espèce de capitalisme à visage humain, un capitalisme dans lequel les hommes et les femmes seraient égaux et où du coup le sexe pourrait ne plus être une marchandise. Moi j'ai quand même l'impression, et ça je trouve que justement aller lire des autrices, notamment celles sur lesquelles elle se base comme Alexandra Kollontai ou Clara Zetkin, ça permet de voir un peu comment le capitalisme il a la famille en fait comme base sociale, et que du coup finalement, un capitalisme où les hommes et les femmes seraient égaux, c'est pas tellement possible pour garder un certain équilibre économique. On peut avoir des avancées, des améliorations en termes de droits, etc., mais que l'égalité totale et réelle et pas uniquement en droit, ça sera beaucoup plus compliqué que ça de l'obtenir. Moi, j'ai plutôt cette impression. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'en termes de perspective, ça me laisse sur ma faim voir vraiment la dernière partie, la conclusion. Je suis vraiment pas du tout d'accord. Elle met vraiment le vote au centre de l'action politique. Pour l'égalité homme-femme, il faut bien voter, quoi. Moi, je pense que c'est pas du tout suffisant et que c'est pas du tout la perspective qui va permettre de régler le problème. Mais bon, voilà, je pense que vous commencez à capter un petit peu mes positions sur ces questions-là. Je trouve que c'est un très bon ouvrage pour comprendre justement les enjeux économiques du patriarcat et comment les relations entre les hommes et les femmes et tout sont vraiment régies économiquement. Et même si aujourd'hui on peut avoir des relations plus égalitaires, on garde quand même tout un héritage moral en fait qui vient construire nos imaginaires, nos projections, nos désirs et tout ça autour de cet enjeu marchand. Donc voilà, vraiment une très bonne porte d'entrée dans un rapport lutte de classe, on va dire, aux questions d'oppression des femmes et de patriarcat et tout. J'ai terminé, et ce sera la dernière petite lecture de cette vidéo, La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende. Alors je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les livres que je voulais absolument lire cette année. Malgré l'édition que je trouve absolument affreuse, sachez que c'est vraiment des trucs qui me font repousser les lectures, et là en l'occurrence ça a été le cas. Je pense que je l'aurais lu quasiment dès que je me le suis procuré si j'avais pas été rebutée par le fait d'avoir pendant si longtemps, pendant 600 pages, cette édition en main. Mais donc c'est chose faite et je suis vraiment très contente. Franchement, pour l'instant, c'est une de mes meilleures lectures de l'année. Je vais essayer de vous en parler un peu spontanément avec ce qui va me venir en tête, parce que j'ai pas pris de notes du tout sur cette lecture. Je sais pas, j'étais dans un mood où j'avais pas trop envie d'avoir un rapport réflexif à ce que je lisais, genre je voulais juste lire comme ça sans trop cogiter dessus. Donc voilà, je vais sûrement oublier des éléments et tout, donc voilà, je m'en excuse par avance. Je m'étais fait une petite pile là pour mon littératon féminin de mars, et après avoir enchaîné plusieurs textes assez courts, j'avais envie de reprendre un roman un peu plus long dans lequel j'allais être vraiment enveloppée, enfin vous voyez, quelque chose vraiment avec une histoire qui nous tient de bout en bout. C'est vraiment ce que j'allais chercher dans ce roman, et j'ai pas été déçue puisqu'on est sur une saga familiale qui s'étend quasiment sur l'entièreté du XXe siècle. On est du coup vraiment sur l'histoire entière d'une famille sur plusieurs générations, sur 4 générations il me semble. L'histoire, elle va aller à peu près de la naissance à la mort d'un homme en particulier qui s'appelle Esteban, j'ai oublié son nom de famille, mais vous commencez à savoir que j'ai beaucoup de mal avec les noms de personnages, donc Esteban. Mais en fait, bien plus que son histoire à lui, sa vie, en tout cas les années que va couvrir sa vie, est vraiment prétexte pour parler justement plutôt de pas tant de lui que de toutes les femmes justement de cette famille, sa belle famille, sa femme et ses descendantes, donc filles, petites filles, etc. En fait, c'est vraiment les personnages féminins qui vont être au centre du récit et qui vont être les réels acteurs de tout ce qui va se passer. En fait, Esteban qui
malgré son côté un petit peu personnage principal, et il y a même certains passages où il est narrateur, parce qu'on a une narration qui est un peu particulière, avec des alternances en gros de passages à la troisième personne et certains passages qui sont à la première personne et qui du coup sont racontés par ce fameux Esteban. Esteban, finalement, il est très peu acteur de tout ce qui va se passer, et il est plutôt en train de subir en permanence les aléas et les décisions et les destins des personnages féminins qui l'entourent et de la situation politique du pays. À savoir que donc le pays dans lequel cette histoire elle prend place, ça ressemble beaucoup au Chili. En fait, c'est un pays un peu imaginaire, mais on comprend que c'est vraiment le Chili, et en fait la fin du roman se passe à peu près au moment du coup d'État, au moment d'un coup d'État qu'on pourrait vraiment assimilé au coup d'État de Pinochet. Et tout au long du coup de l'histoire et du destin un petit peu de cette famille, on a sans arrêt vraiment une corrélation très forte entre le destin individuel de la famille et de ses membres et le destin politique du pays et de ses rebondissements politiques, etc. Esteban, c'est un propriétaire terrien qui est absolument exécrable. J'en ai parlé rapidement en story sur Instagram si jamais vous me suivez, mais vraiment, c'est un des personnages que j'ai le plus détesté de l'histoire de la littérature, en tout cas à hauteur de ce que j'ai lu. Et je trouve que c'est assez osé, mais en tout cas un pari très réussi, que de construire un personnage aussi central qui soit aussi détestable. Mais vraiment, voilà, moi, Esteban, c'est un énorme violent, notamment un violent de femmes mineures pendant tout au long du récit quasiment. C'est un propriétaire terrien qui exploite sans aucun scrupule, de manière à la limite de l'esclavage, les paysans qui habitent sur ses terres. Enfin bon voilà, vraiment ce mec n'a absolument rien pour lui. Il est violent physiquement, il est paternaliste, enfin voilà, c'est vraiment le patriarche qui n'a rien à se reprocher et qui peut commettre impunément absolument toutes les formes de violence qu'il veut sur tout ce qui l'entoure. C'est un peu la caricature de ce truc-là. Autour de lui, face à cette violence, on a justement des femmes qui vont flirter avec quelque chose d'assez mystique. Pour certaines, arrivent à avoir un certain contact avec l'au-delà, avec les esprits et tout ça. Alors ça, c'est un petit peu, moi, la limite que j'ai vue au texte d'un point de vue politique. D'un point de vue purement littéraire et fictionnel, ça m'a plu parce que voilà, ça nous met dans quelque chose d'un petit peu magique, hein, c'est du réalisme magique, mais du coup voilà, qui nous sort un petit peu de la réalité. Et ça, moi j'ai apprécié parce que justement voilà, ça rajoute un petit peu du fictionnel à la fiction, ça nous oblige à faire un certain travail d'imagination que je trouve pourquoi pas intéressant. Mais par contre politiquement, je trouve que ça a énormément de limites parce que moi je suis pas du tout branchée justement par tous ces délires mystiques, enfin voilà, de parler avec les esprits, et en fait rapidement on tombe aussi dans quelque chose qui flirte un petit peu avec le féminin sacré, voilà, qu'on pourrait rapprocher de certains courants de l'écoféminisme dans lesquels moi je me retrouve pas du tout, mais qui voudraient que justement voilà, le féminin soit un peu, et un lien particulier avec la nature et avec une certaine spontanéité un petit peu de la nature humaine et tout ça, alors que l'homme incarnerait plus une forme de rationalité et de violence. Enfin voilà, moi j'aime pas trop ces amalgames qui sont faits entre genre rationalité de domination masculine et irrationalité, magie, femme, quoi. Enfin voilà, moi c'est des, des catégories qui ne me parlent pas du tout et qui je trouve sont très loin justement des considérations, enfin trop loin des considérations sociales et sociologiques des rôles de genre dans la société. À part ça, c'est un livre qui pourrait franchement être considéré limite comme de la propagande marxiste. Moi j'ai trouvé à plein d'égards, enfin j'utilise pas le terme propagande d'un point de vue péjoratif, mais en fait tout au long du roman on a vraiment plein de fondamentaux du marxisme, du concept d'exploitation, de la confrontation entre les classes, etc. qui sont vraiment criantes. On a plusieurs personnages qui sont vraiment engagés politiquement, qui ont une activité militante. Ça va donc de la réaction de droite à la gauche révolutionnaire, à la guérilla armée d'Amérique du Sud. Vu toutes les pages sur lesquelles ça s'étend et tout, c'est vraiment très très riche. Voilà, moi il y a les limites que j'ai dit sur ce côté un petit peu mystique, donc politiquement je trouve que c'est pas intéressant ça, mais tout le reste, notamment la construction du personnage d'Esteban et le fait en fait de le laisser parler, de lui donner la parole sur la façon dont il voit sa position dans la société vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des paysans qui l'exploitent et tout ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. D'un point de vue stylistique, moi j'ai beaucoup aimé le style. Ça fait un petit peu penser, enfin voilà, au gros roman du 19e, voire avant. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un côté presque un peu épique, même dans le récit. Vous voyez, il y a des moments où ça me faisait penser aux Trois Mousquetaires par exemple, alors pas du tout dans ce que ça raconte, mais plus dans la forme où on va avoir des chapitres qui se terminent par tel personnage ne savait pas encore à quel point il allait être triste quand tel autre personnage allait mourir, quoi. Vous voyez, c'est des trucs, et en fait c'est une mort qui arrive à la fin du roman, mais donc dont vous êtes averti très tôt. Il y a tout le temps cette forme-là narrative qui revient, et je sais pas, moi ça me plaît, genre je trouve que ça
Ça instaure une forme de suspense un petit peu différente. Une super lecture, encore une fois, j'ai adoré être enveloppée pendant autant de pages dans une histoire avec donc voilà des personnages, on est quand même avec des personnages qui sont très très forts au niveau de leur construction. Pas mal d'humour aussi hein, et de cynisme, encore une fois, notamment on sent vis-à-vis du personnage d'Esteban. Oui, si un truc, moi il y a des passages un peu racistes qui m'ont un petit peu dérangée et j'arrivais pas. Je trouve qu'il y a des moments où c'est un petit peu difficile de savoir ce qui relève des positions de l'autrice et ce qui sont des idées qu'elle vient diffuser à travers ses personnages et des idées qui sont à elle mais qu'elle nous donne à travers ses personnages, ou si c'est juste un état des lieux de la pensée et de l'idéologie de cette époque-là et d'un certain milieu et tout ça. Il y a plusieurs moments où elle parle de nègres, de négriers. Il y a enfin, voilà, des trucs comme ça où genre elle exotise complètement les personnes noires en fait. Enfin ouais, on est à la limite de la fétichisation notamment d'un personnage noir et aussi de personnages indigènes qui ont, enfin de l'art indigène. Enfin là encore une fois, j'utilise les termes du bouquin qui sont assez exotisés, mais on a du mal, je trouve, à savoir. Donc c'est pour ça que je sais pas trop comment avancer là-dessus. Je trouve qu'on a du mal à savoir ce qui relève de la pensée de l'autrice ou de juste la construction des personnages quoi. Et voilà, je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu flou. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais en dire. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent, qui l'ont lu parce que j'avais eu beaucoup de réactions par rapport à ce roman dans les commentaires quand j'en avais parlé dans ma vidéo où je disais vouloir le lire, notamment quand je disais que jusqu'à maintenant j'avais eu très peu de bonnes expériences avec de la littérature hispanophone. Donc bah voilà, ça y est, enfin c'est le cas, donc je suis quand même assez contente. Mais du coup voilà, très curieuse d'en discuter avec vous, notamment sur l'aspect un peu mystique et aussi sur voilà ces enjeux politiques qui des fois je trouve sont pas très clairs. Vous voyez, je trouve que des fois on est un petit peu comme avec Daphné du Maurier ou avec certaines séries Netflix où on a l'impression qu'en fait, en gros, en fonction de comment on se situe politiquement, on va trouver que le livre il est dans notre sens. Enfin, vous voyez, genre comme si en fait volontairement il y a un peu tous les bords qui sont représentés. En fait, on peut un peu choisir avec quel personnage on veut s'identifier, à quel personnage on veut donner raison. Je sais jamais trop quoi penser de ce genre de truc, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, oui, quand même, juste la morale. Il y a une morale un petit peu philosophique dans l'épilogue sur, je sais pas, un petit peu le destin, et est-ce qu'on est maître de son destin, et est-ce que... Bon, voilà. Bon, moi, ça, franchement, ça me passe au-dessus. Je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard. Moi, j'ai aimé vraiment l'aspect romanesque du bouquin, et beaucoup moins cet aspect philosophique-là. Mais voilà, pareil, très curieuse d'en discuter avec vous.